Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Et aujourd'hui, on est avec Alexis Claes. Merci Alexis d'avoir accepté notre invitation. Merci vraiment de m'avoir invité également et reçu. On voulait remercier aussi Olivier Frérot qui nous a mis en relation. Moi, m'a dit vous devriez avoir Alexis sur votre podcast. C'est vachement intéressant ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Et puis c'est quelqu'un de bien. Donc nous, quand il nous dit ça, Olivier, tu sais, on fait la démarche. Merci à lui. Sur ton site web, je vais commencer par là parce que il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Donc le site web, c'est Agissez maintenant. On mettra tous les liens dans les commentaires, bien évidemment. Mais tu dis, les arbres nous prouvent que la coopération est le meilleur moyen de vivre durablement en faisant face aux aléas de la vie. Et après, les questions qu'on peut se poser, c'est mais finalement, c'est quoi le lien entre les abeilles et la communication ? Ce serait quoi le lien entre la sylvothérapie et l'empathie ? Et s'il y avait un lien entre les chats et la coopération ? Entre guillemets, c'est est-ce que la solution, elle n'est pas devant nous ? Et on devrait observer ce qui se passe dans notre écosystème pour comprendre que finalement il y a une grande interdépendance et que la force en fait elle est déjà autour de nous et qu'on pourrait mettre ça dans nos organisations, dans nos vies, dans nos façons de faire pour avoir quelque chose peut-être de plus durable, de plus robuste, comme l'aime le dire Olivier Amand. Alexis, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour démarrer, qui es-tu ? Alors, je suis un vivant. J'aime bien me définir comme un vivant, un humain de... j'allais dire 49 ans, non, pardon, j'ai 50 ans. J'ai eu 50 ans Hier. Voilà. Qui... pour des raisons, avec les aléas de la vie, fait que je suis quelqu'un d'hypersensible et qui n'a pas perdu. Et pendant longtemps, je me voyais par rapport aux autres comme quelqu'un d'un peu bizarre. Mais aujourd'hui, je sens que c'est une force, qui n'a pas perdu son pouvoir d'émerveillement devant le vivant et devant la beauté, en fait. Et je pense que je me lasserai jamais de regarder un coucher de soleil et les montagnes au loin. Et voilà, ça me suffirait pour vivre, de regarder la beauté du vivant et de m'émerveiller devant, je dirais, le réel, en fait. Voilà. Et le réel de la nature et des vivants. Et c'est ce qui me nourrit. Comment est-ce que tu t'en sers dans ton quotidien ? Enfin, est-ce que tu en fais quelque chose de cet émerveillement-là ? Alors, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie personnelle. Mais en tout cas, depuis très longtemps, par exemple, dans mon bureau, puisque j'ai été développeur économique territorial pendant plus de 20 ans, j'étais celui qui s'occupait des plantes dans les bureaux. J'avais toujours plein de plantes chez moi. À mes pots de départ, on m'offrait des bouquins sur les arbres et les plantes. Donc voilà, la nature était déjà bien présente. Voilà, si vous venez chez moi, vous verrez qu'elle est... en fait, je n'ai pas seulement adopté un chat, j'ai adopté des plantes. Et quand je suis loin d'elle, je m'inquiète d'elle. Voilà, je suis comme ça. Voilà, j'ai pas fait jusqu'à en donner des prénoms à chaque plante, mais en tout cas, j'ai un vrai lien avec le vivant. Et voilà, je me prends pas pour Cendrillon, mais en tout cas, les animaux viennent vers moi. Enfin, je suis encore touché aussi de voir que le vivant, les animaux me font une grande confiance. Et voilà, et ça, je le constate, et je l'ai constaté de nombreuses fois.
Et tu as utilisé le mot hypersensible. Qu'est-ce que ce mot-là veut dire pour toi dans ton... En fait, j'ai bien aimé. Je pense il y a pas mal de choses en ce moment sur les réseaux sociaux, sur les hypersensibles. En fait, de plus en plus, je me sens quelqu'un de normal, dans le sens que mon hypersensibilité, c'est simplement le fait que devant les choses, je ressens les émotions de manière forte. Mais on devrait presque tous être comme ça. C'est-à-dire que... Et le problème, c'est que la vie nous rend... fait qu'on se fabrique des carapaces pour ne pas réagir, etc. Donc, j'ai à la fois cette hypersensibilité, et en même temps, comme je vous le partageais en off, je suis travailleur handicapé, j'ai un traumatisme infantile grave qui fait que j'ai fait aussi de la dissociation. Donc c'est un peu paradoxal, ce qui fait que devant les trucs difficiles, mon cerveau me dissocie et je ne ressens pas et je ne réagis pas du tout devant les choses et j'ai la réaction seulement 2-3 jours après, qui peut être d'ailleurs très violente d'ailleurs. Donc voilà, je compose avec... Si ce que je suis, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une hypersensibilité, qui, du fait de mon trauma, n'a pas grandi dans certains aspects de ma vie. Et en même temps, plutôt que de me lamenter sur le passé, j'essaye d'en faire une force et puis d'apporter ma contribution. Je suis très tourné vers les entreprises, de par mon passé de développeur économique. Mais voilà, pour faire le lien avec Olivier Frérot qui m'a mis en relation avec vous, c'est que j'ai au fond de mon cœur un grand désir de relier le monde et de relier les gens qui ne se parlent pas ou des domaines qui n'échangent plus. Et c'est ça qui était au cœur de ma rencontre avec Olivier Frérot et au cœur de l'invention de l'émerveillement matinal, un événement qu'on a monté ensemble et que je porte aujourd'hui seul. Mais au départ, pour moi, c'était faire le lien entre des secteurs, entre la science et l'entreprise qui ne se parlent plus, et alors que moi, je voyais des liens. Voilà. Je pars un peu dans tous les sens, peut-être. Non, c'est chouette. L'émerveillement, tu vois, on a un petit dernier qui a 1 an. J'ai l'impression qu'il a ça de façon naturelle. Alors, je sais pas, je suis pas scientifique, peut-être que toi, Lucie, tu sauras me dire sur l'aspect psychologique, mais j'ai l'impression qu'on naît de façon émerveillée et hypersensible. Et qu'en fait, on perd cet émerveillement, cette hypersensibilité. Et la question que je me pose, c'est en quoi est-ce que l'Anthropocène a une part de responsabilité dans cette perte d'hypersensibilité et d'émerveillement, si elle en a une, et où est-ce qu'elle se loge? Je pense effectivement que le monde a une responsabilité dans, je dirais, même notre milieu parental, éducatif. Un mot-clé dans tout ce que je fais, c'est l'écoute profonde de ce qui se passe en soi, en fait. Et je pense que notre monde, de ce que j'ai vécu, en tout cas à l'école, aussi dans la famille, et puis plus tard dans l'entreprise, c'est qu'on doit sans arrêt, se courber devant des impératifs qu'on n'a pas le droit d'interroger. Voilà. Et c'est violent, en fait. C'est violent. Et finalement, naturellement, alors je suis pas scientifique, mais je suis très intuitif, donc je parle de manière intuitive. Naturellement, en fait, on doit tous se protéger de ça, parce que en fait, ça nous affecte tous de devoir courber les chines et de devoir faire profil bas devant. Voilà. Et en même temps, je jette pas la pierre devant le système, parce que notre société, c'est-à-dire qu'il faut changer la manière de travailler, de se parler, d'écouter. Bon, c'est ce que j'essaye de faire, modestement avec d'autres indépendants. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle l'Archipel Kiosé. On est vraiment dans cette démarche-là, avec des modèles collaboratifs, les modèles entièrement centrés sur l'écoute de là où on en est, du soutien entre êtres vivants. On fait 80% de prendre soin les uns des autres. Voilà. Ben ça, c'est complètement révolutionnaire, en fait.
Et on n'est pas au service de l'organisation, on n'est pas au service d'objectifs, on est un service des humains et de la vitalité de l'intention qu'ils portent. Ouais. Et tu peux nous donner des exemples des rituels que vous mettez en place pour faire ça, parce que c'est assez rare, même avec beaucoup de bonnes intentions, quand on réunit un certain nombre de personnes en disant on va former un collectif, souvent malgré tout c'est la survie de sa propre organisation, de son propre business qui prend le pas sur des rituels collectifs qu'on avait mis en place au démarrage. Enfin, on voit comme quand il y a quelque chose à abandonner, combien c'est d'abord la relation qu'on va abandonner avant le reste. Enfin, tout cas, dans ce que je vis dans l'archipel Kiosé, et pour ça que j'y reste et que je suis heureux, donc comme collectif d'indépendants, hein, parce qu'on est vraiment un collectif d'indépendants, on s'appelle collectif d'indépendants interdépendants, c'est que, en fait, on fait le pari exactement inverse, c'est-à-dire que, en fait, on prend la majorité du temps à être conscient qu'on a chacun des objectifs différents et des entreprises différentes et des métiers différents, mais on est au service de la même intention. Et du coup, on passe 80% du temps d'une réunion à prendre des nouvelles les uns des autres. Et du coup, c'est un rituel où on appelle ça la météo. On n'a pas inventé ça. Et du coup, on prend le temps d'écouter et de se soutenir mutuellement. Et voilà. C'est quoi alors? Merci pour le sujet de la météo, parce que moi, c'est un sujet qui vraiment m'intéresse. C'est quoi le cadre nécessaire pour que les météos ne soient pas un tour de « ça va ? Ouais, ça va. Et toi, ça va ? Ouais, ça va. » Ou alors « non, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Merci, passez votre chemin. » Parce que moi, j'ai participé à des groupes de codev, de machin, etc. Et parfois, les météos, ça ressemble à ça. Je me dis, mais c'est pas possible que sur 20 personnes, tout le monde soit au top, en fait. En fait, chez nous, c'est absolument pas ça, parce que justement, le cadre, c'est d'abord, il faut que les gens aient vécu. Et moi, j'ai la chance, effectivement, c'est marrant de dire ça, mais j'ai la chance d'avoir un handicap. J'ai la chance d'être dépressif chronique. Et quelque part, moi, chaque semaine, je dis que je ne vais pas bien, en fait. Et en même temps, j'en rigole, et en même temps, tout le monde en rigole. Mais en fait, notre fragilité, elle donne l'autorisation aux autres d'être fragiles et d'avoir de la vulnérabilité. Et du coup, nous, on part de ça, on part du fait qu'on est vulnérable, qu'on est fragile, qu'on va pas tous bien, qu'il y a des moments où on va pas bien. Et puis, en fait, comme on est un collectif, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des gens qui vont bien et puis des gens qui vont pas bien. Et comme on a autorisé ça et que les gens l'ont vu faire, parce que c'est beaucoup par mimétisme que ça se passe, eh bien, voilà, c'est possible, et les gens s'autorisent à dire qu'ils ne vont pas bien. Et nous, on s'autorise à leur dire « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Voilà. Tu disais que tu étais développeur économique territorial pendant 20 ans. Oui. Ça consiste en quoi ? Alors, c'est un travail, on va dire, vraiment de médiation entre les entreprises du territoire ou les entrepreneurs et un territoire. Donc, en général, j'ai travaillé pour la métropole de Lyon, pour la ville de Lyon. Là, je repars dans le passé, pour la Chambre de commerce de Paris, Chambre de commerce régionale de Paris. Et j'ai travaillé, mon premier job, c'était la fondation Schneider Electric. Et donc, mon métier, c'était à chaque fois de faire le lien entre un territoire et les acteurs économiques, et d'être au service de ces acteurs économiques ou de ces futurs acteurs économiques pour créer cet environnement favorable. Comme quoi aussi, tout est lié à la bio-inspiration, parce que c'est toutes des notions que j'utilise beaucoup aujourd'hui, de développer un environnement favorable pour que des entreprises aient envie de créer, de se développer sur un territoire. Et mon métier, c'était déjà de faire des liens entre les acteurs existants, entre les petits, les grands, les gros, entre le monde de la recherche, entre le monde de l'enseignement, entre les acteurs associatifs. Voilà. Donc, j'ai travaillé. Mon expérience la plus récente, c'était les industries créatives à la métropole de Lyon. Pendant 6 ans, j'étais développeur économique sur les industries créatives, donc la mode, le design, le jeu vidéo, la bande dessinée, le cinéma.
Voilà, et j'ai fait ce travail justement de consultant public au service du développement des différentes filières. Voilà. Et j'ai travaillé aussi sur le commerce, l'artisanat. Donc, à chaque fois, mon métier, c'était pas d'être un expert de ces sujets, mais c'était d'observer, de comprendre et de mettre en lien les gens et d'être au service de la richesse de la vie, parce qu'en fait, même quand une collectivité veut avoir un super projet, ça se passe jamais comme ça en fait. Donc j'ai vite compris que mon métier c'était, et là la bio-inspiration apparaissait tout doucement, j'étais un jardinier en fait. Voilà. Et il se passait toujours plus de choses dans mon jardin que j'avais prévu, comme dit un proverbe espagnol. Et qu'est-ce qui justement favorise, de ce que tu as observé, ou fragilise, bloque les liens entre entreprise, territoire, acteurs grands, petits quelles sont les conditions météo favorables et celles qui sont un peu moins? En fait, le job number one, c'est de favoriser la connaissance mutuelle. Et le gros problème d'aujourd'hui, c'est la méconnaissance, c'est les a priori, c'est les peurs. Et tout le job, c'est de travailler sur une véritablement une connaissance juste et apaisée. Et pour ça, il faut du temps. Et voilà. Et en fait, pour faire le lien avec ce que je fais aujourd'hui, j'ai découvert plus tard que en fait, je travaille comme un naturaliste. Je travaillais comme quelqu'un qui étudie les loups, les chats. Et en fait, il part pas avec des idées préconçues. Il commence par observer, par regarder, par se mettre à quatre pattes, par revenir 4 fois au même endroit pour comprendre pourquoi telle bestiole passe là. Et moi, je faisais pareil avec les humains. De par qui je suis, je n'ai je sais pas, le racisme, tout ça, c'est étranger, ça n'est jamais apparu dans ma tête, et donc j'ai jamais une idée négative sur quelqu'un avant de le connaître, et voilà. Et du coup, cette posture-là fait que, en général, j'étais souvent bien accueilli parce que les gens sentaient ma bienveillance, etc. Et qu'après, j'avais cette capacité, en tout cas, à connaître les gens, et puis après, quand les gens me faisaient confiance, aussi à les mettre en relation avec d'autres et de créer comme ça un tissu humain qui ensuite me vivait sans moi. Hein, voilà. Mais c'était ça mon job. Et tu vois, c'est une de mes questions. C'est donc, toi, tu dis que tu avais un bon accueil. Parce que quand tu dis il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'a priori, moi, dans ma tête, j'ai envie de dire, mais en fait, tu dois trouver porte close. En fait, personne répond à Alexis qui dit bonjour, je suis développeur territorial, j'ai envie de vous aider à grandir et à faire grandir le territoire au travers de votre activité. Bon, merci Alexis, mais repassez dans 1 an, quoi. Oui. Parce qu'on est plutôt en guerre économique qu'en paix économique. Et donc, pourquoi est-ce que je ferais... Ça, c'est ça un peu ma... Alors, disons que sans le savoir, je travaillais déjà comme une fleur. Là récemment, je travaillais avec Arthropologia sur un séminaire de bio-inspiration là pour des habitants. Je pensais pas du tout travailler là-dessus. Et l'Arthropologia nous montrait le truc incroyable que quand une abeille arrive dans une fleur, en fait, il y a un système mécanique qui fait que hop, il y a une partie de la fleur qui tombe sur le dos de l'abeille et qui lui met du pollen. Pour qu'ensuite elle aille polliniser ailleurs. Et moi, finalement, ce donner-recevoir, il a toujours fait partie de ma compréhension c'est-à-dire que pour recevoir, pour être accueilli, il fallait que j'aie quelque chose à donner. Et donc, dans mes différentes expériences, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je peux donner aux acteurs dont ils ont besoin pour pouvoir ensuite se développer. Et finalement, en faisant ça, en étant donneur avant de chercher à recevoir, j'ai toujours trouvé mon chemin. Mais encore une fois, et je le dis aussi pour les responsables, quels qu'ils soient ou qu'ils soient, on va pas y arriver si on prend pas le temps. Il faut du temps pour faire ça. Tu as nommé plusieurs fois la bio-inspiration. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et
Qu'est-ce qui se cache derrière ce joli mot? La bio-inspiration, donc c'est simplement, c'est vieux comme le monde, en tout cas le monde des humains, donc un monde très récent. C'est simplement s'inspirer du vivant autour de nous, dans son ingéniosité à résoudre des problèmes qu'on a aussi. C'est-à-dire se loger, se vêtir, aménager une chambre, comme fait très bien les blaireaux, ils aménagent leur chambre à coucher avec manière douillette, se défendre, faire peur, se nourrir, éduquer, comme font les jeunes mamans loups, comment elles éduquent les petits loups par le jeu. Enfin, en fait, on a complètement oublié que les êtres vivants vivent plein de choses similaires à nous. Et la bio-inspiration, c'est simplement regarder de nouveau le vivant pour inspirer nos activités humaines, d'ailleurs aussi bien au niveau personnel que professionnel. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce que j'adore quand tu dis le blaireau pour la manière de... En fait, il y en a des milliers d'exemples et je pense que chacun peut simplement, j'invite à chacun à regarder, devant chez lui, la plante chez lui, etc. Le fruit qu'il mange. Mais je pense aux fourmis. Les qui me viennent, c'est par exemple les fourmis qui, en période de chaleur, vont ouvrir ou fermer des portes au fur et à mesure de la course du soleil pour permettre des portes et des fenêtres pour permettre au soleil de pénétrer dans la ruche. Je pense aux termites qui créent des systèmes de puits qui permettent de rafraîchir et d'aérer et de créer des systèmes très ingénieux pour pouvoir rafraîchir la termite en période de grosse chaleur. Je pense aux araignées qui ont développé des techniques de chasse qui sont fantastiques et très inspirantes pour les commerciaux, en sachant que les commerciaux ne doivent pas tuer leurs clients, je le rappelle. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est à chaque fois regarder le vivant et de dire mais c'est incroyable de ce que le vivant a développé comme technique, comme manière de faire, comme manière de construire, comme manière de faire avec ce qu'il y a autour. Et simplement, c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui, en fait. Donc, si on veut construire un monde qui soit respectueux du vivant, en fait, le modèle, on l'a sous les yeux. Et je dirais que j'avais envie de dire ça au début de l'enregistrement. C'est moi ma conviction, et je pourrais m'arrêter là, c'est que en fait, il suffit de demander au vivant et on a toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Et alors, comment on fait pour lui poser la question au vivant? C'est simplement, c'est ce que j'essaye de faire dans ce que je fais depuis 7 ans avec Agissez Maintenant. C'est, je pars d'un problème humain. Là, effectivement, le 4 juillet prochain, j'organise un émerveillement matinal sur les fleurs et le recrutement. Je me dis, en ce moment, quel est le problème des entreprises? En ce moment, il y a pas mal d'entreprises qui ont du mal à recruter. Et je me dis, qui dans le vivant aurait quelque chose à nous dire sur la question d'attirer à soi et d'intégrer une relation qui va permettre d'intégrer les bons éléments ou d'attirer les bons éléments qui vont permettre le développement d'une activité ou de quelque chose qui est là. Tout de suite, alors je suis très intuitif, je vous le dis encore, mais tout de suite je pense aux fleurs en disant elles sont immobiles, comment elles font pour attirer les abeilles, les pollinisateurs, les abeilles sauvages, etc. Ou tous les insectes pollinisateurs. Voilà. Et ensuite, avec ma curiosité, je parle à mon réseau de scientifiques et je leur dis j'ai telle intuition et je vais explorer, finalement je suis comme un explorateur, à chaque fois je vais explorer un domaine.
et je vais voir s'il y a une matière, en parlant avec les scientifiques, qui pourrait être inspirante pour les entrepreneurs et les entreprises. Voilà. Et je fais ça depuis 7 ans. J'en suis une vingtaine d'événements, effectivement. Et au départ, c'était une intuition, disons que quand on a commencé avec Olivier, que ça avait du sens et que je le sentais bien. Aujourd'hui, c'est plus une intuition, c'est une conviction. Et les retours que j'ai, maintenant, c'est plus moi qui en parle. C'est mes clients, c'est les gens qui assistent à l'émer en matinale. C'est-à-dire que c'est hyper pertinent. J'avais envie d'inventer un mot, hein. C'est pertinicible, enfin, c'est hyper pertinent. C'est scotchant, en fait, de regarder le vivant. Et du coup, tu as des exemples de personnes qui assistent à tes conférences et qui après réussissent, tu vois, de cette inspiration-là, la traduire concrètement dans l'entreprise? Alors, moi, ce que je dis, j'ai pas forcément l'ambition que ce que je fais, et notamment que la bio-inspiration, puisse traduire immédiatement dans quelque chose de concret. Et souvent, c'est une question qu'on me pose. Mais en fait, vous qui êtes attaché à raconter le tipping point de chaque personne, moi, ce que je provoque avec mes événements de bio-inspiration, c'est un basculement. C'est-à-dire que les gens vivent un émerveillement, sont scotchés devant ce qu'ils voient. Et moi, les plus beaux retours que j'ai, c'est je verrai jamais plus le loup comme avant. Ou alors, le vivant a tout compris. Enfin, c'est ces retours-là et ces basculements-là. Et moi, ce que je dis, c'est que la bio-inspiration, c'est mon accroche commerciale, c'est la bio-inspiration, c'est l'apéro du changement. En fait, c'est l'apéro en latin, c'est l'ouverture, donc ça donne envie de la suite, en fait. Et c'est pour ça que je travaille avec ensuite des cabinets d'organisation, RSE, qui ensuite prennent la suite de mon travail. Mais moi, et d'ailleurs, je vais rejoindre prochainement le CBIOS comme sociétaire, hein, c'est quasiment fait, parce que justement, le retour que j'ai eu, en tout cas de mes pairs au niveau national, c'est que moi, ce que je fais, c'est reconnecter les gens à l'amour du vivant, en fait. C'est retrouver nos émotions face au vivant. Parce que si on ne fait pas ça, on a le risque de finalement effectivement découvrir que le vivant, il y a des trucs chouettes, et puis de se mettre de nouveau en mode pillage, quoi. Et puis de prendre ce dont on en a besoin et de l'autre de rejeter. Et en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de provoquer en fait un émerveillement et une envie de connaissance et une envie d'amour du vivant, pour qu'ensuite on redevienne des aimants du vivant et des gardiens du vivant. Je suis le gardien du sommeil de tes nuits, comme dirait Cabrel. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu bascules de développeur économique territorial à la création de ton entreprise? Eh bien, je pense que ma bascule, c'est le fait que je m'autorise à m'écouter. Puisqu'en fait, j'arrive au bout de mon contrat en CDD de 6 ans à la métropole de Lyon. Le CDD de 6 ans. Oui. On dira rien. On dira rien. Et là, on me propose de rester, mais il y avait plus de souffle dans mon job. L'élu avec qui je m'entendais super bien, avec qui on a fait un boulot de dingue, est partie. Enfin voilà. Enfin, elle s'est fait démettre, en tout cas. Voilà. Et dans un monde violent, hein, voilà, elle a appris dans le journal qu'elle ne faisait plus partie du travail. Enfin voilà, un monde toujours de l'équipe du maire de l'époque. Et ensuite, je vis un peu un détricotage de tout ce qu'on avait construit ensemble. Donc voilà, j'étais plus très motivé à rester.
Et là, je me dis, Alexis, j'avais 40 ans. Je dis, j'aimerais bien dans ma vie essayer d'entreprendre. Au moins d'avoir essayé. Et du coup, je me dis, dans quoi t'aimerais entreprendre? Là, je réfléchis. Immédiatement, je me reconnecte à à l'enfance. Et j'avais une grand-mère qui était très tournée, qui avait vraiment le pouce vert et qui, partout où elle passait, les plantes se développaient. Voilà, elle s'occupait du jardin du curé, des fleurs, et elle m'a transmis ça. Elle m'a transmis cet amour des plantes. Donc c'est vraiment moi, mon ancrage avec le vivant, c'est le végétal. Hein. Et ensuite, c'est les arbres. J'ai vraiment toujours une espèce de, je me sens frère des arbres. Enfin, je fais paraître bizarre, mais je sens que j'ai quelque chose. Je fais partie de la famille, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais, si j'ai envie d'entreprendre dans quelque chose, c'est en lien avec, c'est soit fleuriste, soit, en lien avec les plantes. Voilà. Et en moins de 15 jours, le réseau me met en relation. 2 personnes de mon réseau me mettent en relation avec un cédant, avec quelqu'un qui veut vendre sa boîte et quelqu'un qui fait de la location de plantes vertes dans les espaces de travail. Et là, j'accroche immédiatement, je trouve ça génial. Et justement, je travaille, mais pas seulement pour reprendre un business, je travaille aussi en profondeur pour comprendre l'impact des plantes au travail, la question de l'environnement favorable, justement. Voilà, avec j'aurai peut-être pas le temps aujourd'hui de raconter, mais je vais faire une conférence là-dessus au Biomi Expo en juin sur l'impact sur la santé mentale des gens de la présence des plantes partout où on est. Et donc voilà, Oui, il y a beaucoup d'études, hein. C'est très reconnu maintenant. C'est très reconnu. Ne serait-ce que de voir du verre par la fenêtre de son bureau a des effets vertueux sur la santé mentale au travail. Tout à fait. Ouais. Et il y a une étude espagnole qui date de 5-6 ans, qui était très intéressante sur les enfants. Et ils ont comparé l'impact de la présence de nature chez des enfants et sur leur capacité d'apprendre. Et des enfants qui sont dans un environnement minéral n'ont pas du tout les mêmes résultats et leur capacité d'apprendre est amenuisée par rapport à des enfants qui sont dans un environnement avec de la nature. Et tout ça, et du coup, pour moi, c'était un projet qui motivait fortement d'apporter du végétal dans les bureaux parce que et j'avais commencé aussi à rassembler autour de moi des gens pour décorer les bureaux et pour apporter de la beauté dans les espaces de travail. Et puis, cette personne a changé d'avis, entre guillemets. Je pense que, comme je suis un enthousiaste, j'ai aussi lui redonné de l'énergie et il n'avait plus envie de vendre son activité. Et je me suis retrouvé vraiment bredouille, pour pas dire un mot tiré d'un film drôle. Je me suis retrouvé bredouille, un peu en détresse, et puis mon environnement, je remercie une conseillère de Pôle emploi de l'époque qui m'a dit non mais monsieur Glaise, c'est évident, vous êtes fait pour être consultant, on va vous payer la formation pour que vous le deveniez, tout va bien se passer. Voilà. Donc je me retrouve dans une formation de l'époque qui s'appelle toujours Entreprendre dans le conseil à Lyon. Et là, pendant cette formation, naît la fusion entre mon métier de développeur économique territorial et donc ma capacité à accompagner la transformation du territoire des organisations et des personnes et le vivant qui raconte des histoires, qui crée cet environnement, qui crée l'émotion. Et c'est comme ça qu'est né Agissez maintenant. C'est né d'un échec. J'étais déjà dans cette culture aussi de voir qu'en fait, tout ce qui m'arrive, en fait, construit ma vie, en fait. Et donc, même les éléments négatifs. Donc, j'ai fait un pot d'enterrement de mon projet. Où j'ai invité toutes les personnes qui m'ont aidé. Et j'ai invité plus de 70 personnes. Pendant ma période entrepreneuriale, c'est fou l'entraide et la solidarité que j'ai eue et les gens qui soutenaient mon projet entrepreneurial. Et donc, j'ai invité toutes ces personnes pour enterrer mon projet.
Et eh bien, effectivement, j'ai eu mes 3 premiers clients, ou mes 2 premiers clients, je sais plus trop, au moins 2. Mes 2 premiers clients, je les ai eus, ils étaient là pendant le pot, et ma boîte est née, et Agissez Maintenant est née. Voilà. Ah. Et tu disais, c'est né aussi d'une capacité que tu as eue à t'écouter. Oui. Comment ça s'est traduit concrètement? Où est-ce que tu la loges? Alors, cette capacité à m'écouter, elle est essentielle, et puis elle est d'autant plus essentielle. C'est que elle part de, effectivement, à écouter mes envies, en fait. Parce que j'ai faisais comme tout le monde, je me remettais à plus tard mes envies. C'est pas le moment, ou c'est trop tard. J'étais toujours dans c'est trop tard ou c'est pas le moment. Voilà. Et là, à un moment donné, le fait de quitter le salariat, de me retrouver entrepreneur, c'est comme si ça a fait un point de bascule sur toute ma vie. Et ça a permis aussi, effectivement, c'est là où je suis tombé malade. C'est là où j'ai découvert que j'avais un syndrome post-traumatique très très grave. C'est là que j'ai été hospitalisé. Et maintenant, j'avais créé ma boîte. Tout comme j'étais entrepreneur, j'avais pas le droit à tous des systèmes de sécurité de machin. Donc j'ai toujours continué à travailler en étant malade et en ayant des baisses d'activité, d'énergie terribles. Et ce qui était incroyable, c'est que ce qui m'arrivait a été le meilleur orientateur professionnel de ma vie, parce que je n'avais plus seulement l'énergie d'aller où j'avais de l'envie et de la vitalité. Et je n'avais plus de force. Et je pense que des gens qui sont passés par le cancer comprendront de quoi je parle, ou par des graves maladies. En fait, je n'avais plus de force pour là où je n'avais pas de vitalité. Et le personnel soignant pourrait en témoigner. J'étais hospitalisé, je partais animer un événement matinal, le psychiatre me signait le bon de sortie, et c'est comme si en allant être au service de faire connaître le vivant aux gens, je retrouvais toute mon énergie, toute ma joie. Et voilà, c'est comme ça que l'écoute est au centre, pour moi, de mon activité, mais également au centre de ce que j'essaye de faire pour les gens, c'est-à-dire d'être en capacité d'écouter et voilà, d'être un support pour qu'eux aussi apprennent à écouter et à s'écouter. Non, juste, donc tu étais en train de nous dire que justement que tu avais mis du beau dans le moins beau. de la difficulté, en fait, à surmonter une épreuve psychologique, ou en tout cas ton épreuve à toi. Tu as réussi à sortir le beau, et en tout cas, ça t'a fait aller là où tu devais être. C'est ça. Des fois, j'ai même pas, je m'attribue même pas le fait de le résultat de la victoire. C'est-à-dire que, en fait, la seule vitalité que j'avais, c'était d'aller vers là où j'avais de la joie, entre guillemets, et là où j'avais du désir, de la joie, et voilà. Et j'avais que ça, en fait. Donc c'était, il faut voir ce que c'est, hein, voilà, de vivre ce que j'ai vécu. Voilà. Après, j'ai eu une détérioration physique, hein, j'ai eu plein de problèmes physiques derrière. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Et franchement, y a plein de gens qui pensaient que je survivrais pas, hein. Et il y a une phrase qui dit: à chaque jour suffit sa peine. Moi, cette phrase, c'était insurmontable pour moi. C'était: à chaque heure suffit sa peine. Chaque heure était un défi dans les périodes vraiment difficiles. Et pourtant, je n'ai jamais arrêté Agissez Maintenant. J'ai toujours continué, j'ai toujours trouvé des clients à la hauteur de l'énergie de ce que je faisais, de ce que je pouvais faire. Et c'est pour ça que, oui, effectivement, dans mon malheur, ça a été là une chance de ne retenir que là où
et aujourd'hui, c'est quelque part consolidé, solidifié, de retenir dans mon activité professionnelle que là où j'ai vraiment, là où ça rejoint qui je suis et ce que je peux apporter au monde. Et du coup, oui, ça demande du courage. Ça demande du courage d'affronter des vérités qu'on n'a pas forcément envie de regarder. Et puis ça demande du courage de renoncer effectivement à des sécurités finalement ça demande du courage de s'écouter en fait et d'arrêter d'écouter les petites voix qui nous disent mais non tu fais pas ça, tu serais mieux là, etc. Donc ça demande du courage effectivement d'aller et je suis pas en train de dire que je suis persuadé que le courage pour faire des grandes choses s'exerce dans des petites choses. Donc du coup, moi, ma chance aussi, c'était que cet entraînement, je l'avais dans la grande en tout cas, maladie, c'était avoir le courage de se lever, avoir le courage de passer le balai chez moi, voilà, ça avoir le courage de parler, avoir le courage de se fâcher, parce que je crois beaucoup maintenant, tout ce que j'ai vécu aussi, au fait que on se prépare à des grands conflits si on a peur des conflits, si on a peur, voilà, je suis quelqu'un qui maintenant n'a plus peur des conflits et n'a plus peur de dire si mes limites ont été dépassées et si voilà, ça c'est le nouveau Alexis, il est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que mon courage, c'est aussi une intelligence pour voir que je prépare un futur qui chante si je sais affronter les choses, même douloureuses, mais qui seront importantes pour moi ou pour les autres. Est-ce que, je ne sais pas comment la poser cette question, mais ça peut être très orienté. Est-ce que la situation dramatique, problématique, est un point de passage obligé pour justement shifter ou en étant peut-être moins catastrophiste, est-ce qu'il faut être dans une situation inconfortable pour avoir le désir de retrouver l'essentiel du confort dont on a besoin ? J'aurais du mal à faire une généralité pour tout le monde. En tout cas, je le constate que, comme dit un proverbe camerounais, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être confrontés au mur pour pouvoir trouver un autre chemin. Et voilà. Et ça, c'est propre à notre humanité. C'est que et c'est pas, d'ailleurs, c'est propre aux vivants. Parce que je reviens à mes bestioles préférées. Un âne, s'il peut, quand il est en montagne, il va toujours choisir le chemin le plus doux. Donc un chat, il va toujours choisir le chemin le moins dangereux et celui qu'il connaît. Voyez. Donc c'est pas propre à nous de choisir le chemin le plus inconfortable. C'est propre aux vivants. Mais parfois, la maman ours, quand ses petits sont attaqués, elle sort les griffes, quoi. Et nous, on est pareil. En tout cas, il faudrait qu'on soit pareil. Et de quoi tu as peur ? De quoi j'ai peur ? Aujourd'hui, j'ai toujours des peurs. Je pense que j'ai toujours une insécurité financière. C'est toujours compliqué pour moi. Le manque d'argent, la question de l'argent est compliquée. C'est d'autant plus compliqué que, compte tenu de mon handicap, je peux pas travailler plus de 50% ou max 60% par semaine. Et du coup, du coup, la question de l'argent est compliquée. Et je pense que c'est compliqué aussi pour beaucoup d'acteurs de ce nouveau monde où finalement, à la fois, on est vraiment
ouais, on est vraiment heureux et vraiment, comme dirait un de mes mon meilleur ami, dans les moments où je suis plus fatigué, où je vais moins bien, je rêve de nouveau. Enfin, c'est un rêve très court de salariat. Et dès que je vais mieux, je me dis mais c'est incroyable et je veux pas du tout changer ma vie d'entrepreneur et de ce que j'ai inventé, de ce que je fais. Et du coup, effectivement, voilà, c'est l'insécurité financière et le côté financier est quelque chose qui est toujours un peu compliqué pour moi, même si justement je le travaille et du coup j'améliore mon rapport au monde et je dis non aussi à des modèles économiques que je ne considère comme pas respectueux de mon travail et de mon investissement. Voilà, donc je suis en train aussi de chercher ma voie pour trouver une manière de vivre et que ma contribution au monde soit respectée pour sa richesse, quoi. À quoi tu dis non sur les modèles économiques ? Ben, pour moi, certains modèles d'école en France, notamment l'école supérieure, je trouve, et j'ai même d'ailleurs d'écoles supérieures très reconnues, je trouve que l'enseignement, la manière dont est rémunéré les enseignants, elle n'est pas à la hauteur du travail que l'on fait. Bon, je pense que je vais choquer personne en disant ça. Les salaires de vacataires à l'université ou dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs, souvent c'est très bas. Et en même temps, des gens comme moi, en fait, je pense aussi que l'enseignement en France, il y a un vrai manque de reconnaissance financière du travail qui est fait. Et voilà, je le dénonce et j'ai déjà refusé d'intervenir dans des écoles les plus prestigieuses de France. Ça m'est arrivé une fois en tout cas, parce que je considérais que la manière dont c'était rémunéré n'était pas normale. Voilà. Et je pense que en disant non aussi à certaines choses, c'est comme ça qu'on fera bouger les choses. Oui, un autre domaine où la rémunération n'est pas à la hauteur, c'est tout le domaine de la recherche d'emploi. Parce que, en tout cas en France, les gens trouvent ça normal d'être aidés gratuitement. Il y a certaines choses où, pour sa santé, pour... je suis pas un historien de ça, mais pour sa santé, pour l'éducation, et puis pour la question de l'emploi, on n'est pas prêt à payer. Et moi, je pense que aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, je m'en suis sorti parce que je suis même au niveau médical, hein, je vais aller chercher des expertises et des gens qui m'ont vraiment aidé à sortir de mes problèmes, et parce que j'ai investi sur moi et j'ai mis de l'argent pour m'en sortir. Et aujourd'hui, au niveau de la recherche d'emploi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est aider les gens à chercher du travail, mais avec une méthode bio-inspirée, c'est-à-dire en allant justement chercher la joie, la vitalité, et en cherchant vraiment ce que les gens veulent, et du coup ça crée de l'empowerment, c'est-à-dire ça les met en situation de puissance. Eh bien, tout ça c'est, je pense qu'il y a une vraie réflexion à ouvrir pour que les gens considèrent ce qui est précieux pour eux et qui soient prêts à investir pour les choses précieuses pour eux. Et notamment, trouver un job dans lequel on va s'épanouir dans un bon environnement et où il y a de la confiance, c'est trop important pour pas prendre tous les moyens pour trouver sa place et la bonne place. Je me demandais qui sont les personnes qui viennent s'inspirer lors de tes matinales ou dans tes événements. Est-ce que ce sont des personnes, des grands groupes, des petites entreprises, des auto-entrepreneurs, qui vient puiser de l'inspiration au contact de la nature et dans ce que tu proposes? Alors, au départ, j'étais vraiment dans une intention d'être au service des entreprises.
parce que c'était mon ancien ancrage. Et donc, en tout cas, mais très vite, j'étais dans une situation, dans une ouverture, c'est-à-dire dans les matinales, comme on l'avait défini au départ, c'était un événement ouvert aux personnes en mouvement. Donc, personnes en mouvement, c'était quoi ? C'est toutes les personnes qui se posent des questions et qui ont envie de changer, qui ne savent pas où aller. Donc, du coup, l'événement, il a tout de suite été ouvert aux étudiants, aux personnes en situation de recherche d'emploi, aux personnes en transition, finalement. Et finalement aussi aux consultants, aux chefs d'entreprise, de petites, de grandes, et en créant effectivement un événement original qui fait que ça attirait des gens, mais je triais pas les gens qui venaient. Et puis, en ayant fait la preuve de concept, effectivement, j'ai créé, en tout cas lancé les séminaires de bio-inspirés proposés aux entreprises. Et là, je suis surtout sur PME. J'ai pas encore eu de grandes entreprises, mais ça ne saurait tarder. Et puis, j'ai pas mal, finalement, comme je suis un ancien des collectivités locales, mes premiers clients, ça a été mes anciens collègues avec la métropole de Lyon, où j'ai fait un séminaire pour la création d'une nouvelle direction en faisant intervenir un expert des loups qui est venu leur parler de la fonctionnement d'une meute. J'ai eu un séminaire de bio-inspiration pour le ministère de l'écologie, le CEREMA, plus de 80 personnes. Là, c'était s'inspirer de la ruche et des abeilles pour vivre le fait d'être l'indépendance de l'abeille qui butine, mais qui est au service du collectif. Et là, donc là, c'était plutôt collectivité. Et puis, voilà, j'ai eu aussi mes anciens collègues de la ville de Lyon, où j'ai fait une séance de bio-inspiration, conférence plus séance de bio-inspiration pour le séminaire des cadres de la ville de Lyon, il y a 1 an, autour de la question du réseau. Et j'ai fait intervenir un des spécialistes des mycorhizes, des champignons, qui est venu leur parler des champignons. Voilà, donc... Et puis, plus récemment, j'ai eu cette collaboration avec Esprit d'Essence pour Aliade. Et là, je suis en cours d'une expérience un peu à long terme où on fait de la bio-inspiration avec des habitants de cités. Et finalement... Dans quel but ? Dans quel but ? En fait, dans le but ils sont dans le drame qu'on a tous, c'est-à-dire que du fait de l'environnement, pour le coup, défavorable dans lequel ils sont, en fait, ils ne voient plus les belles choses autour d'eux. Et c'était justement il se trouve que la cité où on le fait, il y a beaucoup de nature et beaucoup d'oiseaux. Et du coup, on fait ces ateliers-là pour les emmener, pour voir le vivant. Et puis moi... Après, j'insiste beaucoup pour dire, mais vous êtes sûr que vous voulez que j'intervienne et tout mais j'ai encore quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de moi. Mais donc c'est un truc qu'il faut que je travaille. Et les gens insistent parce que moi, ce que j'apporte, c'est que après que le scientifique ou que le naturaliste soit intervenu, j'apporte cet espace pour que les gens puissent dire ce que eux ont ressenti, ce que eux veulent retenir et ce que eux veulent transmettre ou en quoi ça les inspire. Et finalement, c'est cet espace que je propose finalement en entreprise pour que chacun puisse retrouver la liberté de dire ce qu'il a ressenti et qu'il le partage avec ses collègues ou ses voisins. Et voilà, et c'est ça que je propose. C'est ultra simple finalement, mais évidemment, on a besoin de moi pour ça. Donc, je suis là. Ouais, c'est par la nature, en tout cas la bio-inspiration, voir nos organisations de façon différente et la comprendre de façon différente. T'apportes une nouvelle lecture, en fait, de quelque chose qui existe déjà, et tu leur permets de se projeter dans cet environnement, en fait. C'est ça. En fait, j'ai écrit un article d'une douzaine de pages pour la revue Territoriale il y a maintenant 2 ans, qui m'a été demandé, où c'était un moment où j'étais très malade et je pensais vraiment que j'étais pas sûr de survivre en fait. Et du coup, j'ai vraiment transmis tout ce que j'ai vécu dans ces 5 années en termes de bio-inspiration. Et cet article qui est présent sur mon profil LinkedIn,
il met en exergue que la bioinspiration, elle fonctionne psychologiquement comme les contes et légendes qu'on écoutait quand on était enfant. Ou comme les séries Netflix pour certains d'entre nous. Et en fait, c'est un processus narratif qui permet de parler de sujets des fois difficiles que l'on vit en entreprise ou dans sa famille ou avec son voisinage ou dans une société compliquée. Et finalement, l'histoire va permettre, sans enjeu direct, de vivre quelque chose et de retrouver de l'énergie et de la matière psychologique, de tramer finalement ou de se reconnecter aux lois du vivant pour retrouver de la force, pour retourner dans son environnement et faire ce qu'il faut et trouver le courage de faire ce qu'il faut. Ouais, en tout cas, ça participe à raconter d'autres histoires, à voir que d'autres choses sont possibles aussi. Et je sais pas, moi je ressens de l'espoir, en tout cas de quelque chose qui s'apaise en se disant bon, on a d'autres solutions que ce qu'on fait aujourd'hui. La solution technique, le technosolutionnisme ne résolvera pas tout, et en tout cas on peut s'inspirer d'autres choses peut-être plus simples et à notre portée face au changement et notamment au changement climatique. Est-ce que toi aussi, tu vois, est-ce que tu es optimiste? Est-ce que de voir tout ça te rend optimiste ou pas nécessairement pour la suite? Alors, j'avais envie de dire, avant de répondre, j'avais envie de donner la parole à ceux qui ont participé à mes séminaires bio-inspirés. Moi, je pense que le plus beau compliment, c'était lors du CEREMA, une participante du CEREMA qui m'a dit c'est un pas de côté doux et puissant. Donc, il y a quelque chose de doux, en fait, à regarder le vivant, et en même puissant parce que ça nous donne de la force, quoi. Et l'autre retour plus récent que j'ai eu, c'était... alors, je sais plus dans quel séminaire c'était. Je pense que c'est dans l'émir matinal que j'ai organisé sur les chevaux et le leadership en février. C'était le côté apaisant et ça me redonne de l'espoir, disait la personne. Et voilà. Donc, ma réponse, c'est oui, de se reconnecter au vivant. Ça a un côté apaisant, ça nous apaise et ça nous redonne de l'espoir. Ça, avant même de voilà, quand on est chef d'entreprise, on dit mais à quoi ça va me servir ce truc, si j'investis quel sera mon retour sur investissement? Mais en fait, ne serait-ce que d'apaiser nos équipes ou s'apaiser déjà soi-même et de retrouver de l'espoir, c'est déjà ça, c'est énorme en fait. Ouais, il faut savoir compter ce qui compte vraiment. Voilà. De quoi tu rêves aujourd'hui, Alexis? Je rêve que ça dure, que ça continue. Donc j'ai pas de rêve extraordinaire. Je rêve de voyage aussi. Je rêve de porter la bonne parole de la bio-inspiration partout où on m'appelle. Et en même temps, comme j'ai une limite psychique et de santé, je rêve de trouver le bon rythme. Et finalement, je rêve d'avoir le rythme qui correspond à ce que je peux faire. Donc finalement, voilà, moi je vais lentement en fait. Je fais 4 newsletters par an. J'ai pour objectif de vendre 3 séminaires bio-inspirés par an. Voilà, mon idée c'est de faire peu, bien, et aussi de partager. Voilà, partager pour que d'autres prennent déjà la suite. Hein. Et voilà, c'est pour ça que je suis très très heureux que les écoles m'ouvrent leurs portes et m'ouvrent la porte aussi d'une manière d'enseigner, m'ouvrent la porte à la bio-inspiration. Donc j'enseigne aujourd'hui dans 3 écoles où finalement on m'autorise à enseigner par la bio-inspiration. Et pour l'anecdote, cette année, j'ai enseigné dans les écoles l'école des arts et de la culture et j'ai eu des
des retours très touchants, avec des étudiants qui me disaient que chaque semaine, ils attendaient mon cours avec impatience, ils attendaient le suivant. Enfin, j'étais vraiment très, très accueilli très fortement parce que ils retrouvaient un espace où ils se sentaient écoutés et où ils avaient de la liberté, et aussi j'étais à leur service en fait. Voilà. Donc ça c'était très touchant pour eux, et je suis très heureux de leur faire vivre ça. Et le plus beau compliment ou la plus belle critique que j'ai eue, c'était le plus beau reproche de ma vie, c'était j'ai juste un reproche à vous faire. Vous faites pas assez de bio-inspiration dans vos cours, parce qu'à chaque fois que vous en faites, on comprend tout beaucoup mieux et c'est beaucoup plus clair. Donc voilà. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un autre sujet, Alexis, qu'on n'a pas abordé, qui te tient à cœur? Je vois pas comme ça. Peut-être que j'avais envie de parler d'environnement favorable, de réseau. Aujourd'hui, si mon activité perdure, malgré malgré mes problèmes de santé, c'est aussi parce que je suis conscient de l'importance de mon environnement, de mes pairs, de mes concurrents, de mon écosystème. Et finalement, aujourd'hui, vous savez que un arbre investit 10% de son sucre dans les champignons et dans le réseau. Et moi, j'essaye de faire la même chose. J'essaye de prendre du temps, de donner de mon temps aux autres pour soigner mon écosystème, parce que je sais que je serai là dans le futur, et je suis déjà là aujourd'hui parce que je suis porté par mon écosystème, et que justement je m'en sortirai toujours grâce à ce réseau. Et donc, si j'ai un message à faire passer, c'est véritablement de prendre soin. Je pense à cet entrepreneur que j'accompagne, parce que je fais de l'accompagnement de dirigeants aussi sur l'écologie du dirigeant. J'accompagne un dirigeant qui investit chaque semaine 1 heure pour donner du temps pro bono aux gens qui le sollicitent. Donc, si chacun en faisait ça, si chacun en donnait un peu de notre temps aux autres, je pense que notre société se porterait mieux. Voilà, en pratiquant le don ouvert, en ne cherchant pas d'avoir de retour sur investissement, mais simplement en donnant et en transmettant par mimétisme le fait que chaque citoyen, si chaque citoyen faisait ça, ben notre monde se porterait beaucoup mieux. Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir inspirés. Pour certains, peut-être par petites touches bio-inspirées, j'espère. Je trouve ça très touchant, tu vois, à chaque fois, ça me fait quelque chose, ce partage. Je fais partie des personnes qui ont un tipping point qui est extrêmement douloureux et très ancré. Et la manière dont tu transformes ça pour aller vers ce qui, toi, t'anime, vers ce qui te porte, vers ce pourquoi tu as une capacité à dire, à faire entendre, à inspirer, malgré tous les obstacles de la vie. Moi, je trouve ça très, très inspirant, et je te remercie beaucoup pour ta confiance aussi de nous le témoigner. J'espère que toutes les personnes qui t'écouteront et qui t'écoutent là aujourd'hui pourront ressentir peut-être aussi l'endroit qui, chez elles, où l'énergie se trouve, vers quoi on a envie d'aller, et si finalement on écoutait ça sans même vivre potentiellement des choses très douloureuses, mais tu vois, s'autoriser à s'écouter et à aller vers finalement ce qui nous porte. C'est un vrai cadeau. Et ça participe à un monde, je crois, plus serein. Tu vois, j'ai cette conviction-là que si chacun
pouvait souffrir le fait d'être à sa place et d'agir là où il a de l'envie, du feu intérieur. Nos relations entre êtres humains ne s'en porteraient que mieux. En tout cas, c'est ma croyance. Donc, merci beaucoup pour ça. Et j'avais une toute dernière question, mais si on a envie de participer à tes matinales, à tes événements, comment est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations? Alors, vous pouvez vous abonner à ma newsletter en allant en bas de mon site Agissez maintenant, Ouais. en mettant son adresse mail. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, donc Alexis Kless. Et puis, effectivement, vous pouvez aussi regarder les replays des Émerients matinales, puisqu'il y a des replays sur YouTube. Donc sur la chaîne Émerients matinales. Vous avez aussi sur la chaîne Agissez maintenant, vous avez les premières parties des séminaires, parce que mon investissement, c'est aussi à chaque fois qu'un scientifique parle, c'est d'enregistrer ce qu'il dit pour le partager au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que je fais toujours, même avec mes frais, j'enregistre la première partie des séminaires bio-inspirés quand je suis en entreprise. On remettra tous les liens en description de l'épisode et puis dans les communications qu'on fera. Merci beaucoup Alexis. Moi, je trouve que tu es la démonstration que les alliances et le renoncement sont une source de bonheur et de confiance. Et donc, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.